Merci beaucoup Cathy et Clémence pour l'invitation et puis les organisateurs du congrès. Donc les deux Lyonnais sont venus vous présenter une controverse sur le traitement donc de chirurgie réfractive de la myopie forte, c'est-à-dire au-dessus de -6 dioptries. Et je vais essayer de voir si je peux vous convaincre que moi je préfère le laser versus ICL dans certaines conditions. Donc avec Igal on a l'habitude de se battre, hein, ça nous fait pas peur. Pour ceux qui ne connaissent pas Igal Boujna, c'est Dr. Eye sur les réseaux, mais c'est surtout quelqu'un qui est assez convaincant et convaincu des choses. Donc moi quand je lui dis je vais faire un smile parce que je suis toujours un peu le normand, ni oui ni non, lui il me dit non tu fais ça, moi je te dis il faut un ICL. Bon, pourquoi je préfère le laser? En fait, si on peut faire une chirurgie extra-oculaire qui est reconnue depuis maintenant de nombreuses années, pourquoi on irait mettre un implant en intraoculaire qui va rester pour une période assez prolongée dans l'œil d'un patient? La littérature, en fait, elle est assez riche sur le sujet de la chirurgie laser. Donc on va pas trop parler de la PKR parce qu'au-delà de -6, ça va être quand même moins fréquent d'utiliser cette technique chirurgicale. Donc on va être plutôt sur la chirurgie LASIK ou SMILE. Donc le LASIK, plus de 20 ans de recul. Et puis le SMILE, on est à maintenant 15 ans de recul. Et puis on fête les 10 millions de yeux opérés. Et en fait, ce qui faisait un peu peur avec le LASIK, notamment sur les grands traitements, cet essor de la chirurgie lenticulaire est en train de gommer un petit peu les défauts qu'on pouvait reprocher au traitement LASIK dans les fortes myopies, avec moins de risque d'induire des sécheresses oculaires, un meilleur respect aussi de cette surface oculaire quand vous examinez un J1, J2 de LASIK versus SMILE. C'est quand même assez fou la différence qu'on va pouvoir voir. Et puis, il y a des règles à respecter. Si on amincit la cornée, on ne se frotte pas les yeux en post-opératoire. Et puis, il y a des critères d'éligibilité qu'il faut respecter pour que ça se passe bien. On sait qu'aujourd'hui, avec le laser excimer et aussi avec le laser femtoseconde dans la chirurgie lenticulaire, on a une précision extrêmement importante de nos corrections réfractives. On estime que la correction au laser excimer, c'est au micron près. Bien sûr, il faut faire attention à la pupillométrie. Et là où un implant intraoculaire a un diamètre optique donné de 6 mm, nous, on va pouvoir jouer sur les zones de traitement pour prévenir et essayer d'éviter les phénomènes de halo lumineux ou de problèmes en vision nocturne. Et puis, il va aussi falloir inclure la notion de finance en santé. Et aujourd'hui, on sait très bien que se faire opérer d'une chirurgie LASIK ou SMILE coûtera moins cher aux patients que de se faire opérer d'une chirurgie par implant intraoculaire. J'ai mis suivi simplifié. Alors, j'ai mis une petite parenthèse. On continue, et ça a été dit ce matin, à suivre un myope fort, même si on l'a opéré d'une chirurgie réfractive. J'ai dit suivi simplifié parce que, imaginons que vous avez fait une chirurgie LASIK ou SMILE, vous n'êtes pas obligé d'être équipé d'une microscopie spéculaire pour suivre votre patient de manière régulière. Si vous avez posé un implant intraoculaire dans l'œil de type ICL, moi je pense que dans des recommandations de bonne pratique, vérifier la microscopie spéculaire en plus de l'examen à la lampe à fente est nécessaire et malheureusement tous les cabinets ne sont pas forcément équipés pour cela. Qu'est-ce que dit la science? Cette étude de Damerenstein, qui est forcément rattachée à Zeiss, donc un peu biaisée, montre que le SMILE, ça marche bien, même dans les myopies très fortes. Alors, il n'y a quasiment que lui, je pense, qui corrige des -14 en SMILE avec des lenticules qui dépassent 220 microns. Mais en tout cas, ils ont montré que la réfraction post-opératoire était bonne, que la précision réfractive était bonne, et donc on avait une certaine efficacité, stabilité et prédictibilité d'utiliser le SMILE dans la myopie forte. Ici, ils ont poursuivi l'étude en regardant aussi des critères plus objectifs avec des questionnaires de qualité de vie. Et on se rendait compte que finalement, l'insatisfaction venait pas forcément de phénomènes optiques type halo et choses comme ça qu'on pourrait imaginer voir lorsqu'on crée du coup un espèce de puits au centre de la cornée pour corriger ces grandes myopies, mais surtout de l'imprécision réfractive. Et donc quand un patient n'obtient pas son 10/10 ou a une myopie résiduelle, c'est en général là qu'on va voir apparaître les problèmes de satisfaction. Et pourquoi je préfère le laser? Parce que dans un des tout premiers cours que j'ai eu en faculté de médecine quand j'étais étudiant, on m'a appris primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. Et j'estimerais toujours que faire une chirurgie laser de surface est moins invasive que poser un ICL et de faire une chirurgie intraoculaire. Et donc, il y a dans l'ICL, il faut faire attention à l'endothélium, il faut faire attention à ce risque d'endophtalmie, même si c'est rarissime. On est proche du cristallin, on peut induire une cataracte.
Il y a ces problèmes de sizing, on est précis mais on n'est pas très précis, on n'a pas 100% des sizing préopératoires qui permettront d'avoir un implant qui est bien positionné et bien placé. Il y a quand même plus de risques d'hypertonie intraoculaire, notamment lorsqu'il y a des problèmes de sizing, et il y a tout autant de phénomènes de type halo-lumineux ou glaire lorsqu'on pose des ICL que lorsqu'on fait une chirurgie au laser de la myopie forte. Si on compare les deux, et ben, là vous avez en fait des données sur les halos lumineux principalement, et vous voyez qu'il n'y a pas plus ou moins de halos dans un groupe que l'autre. Alors là, bon, c'est une étude où il y a un peu plus de halos lumineux et un peu plus sévères dans les ICL que dans le SMILE. Ça reste des fréquences qui sont faibles et des gens qui s'en plaignent, mais pas trop, on va dire. Ça les empêche pas de vivre, c'est juste que si on va chercher l'information oralement, ils vont vous les décrire parce que optiquement, c'est normal qu'ils en présentent un petit peu. Si on prend la Cochrane pour essayer de comparer les deux, eh ben, elle tranche pas trop, comme souvent dans la Cochrane. Si vous comparez DIMEC et DISEC, ils vous disent qu'on ne sait pas, oui, la DIMEC semble un peu mieux, mais on ne se prononce pas. Et ben, dans ICL versus LASIK, ils vous disent qu'effectivement, l'ICL semble être un petit peu mieux, mais ils ne tranchent pas complètement la question. J'ai presque fini. Donc j'avais fait une petite expérience personnelle. Donc ça, c'était juste un homme de 33 ans qui était myope depuis très longtemps. On va regarder topographie, donc -7, -7,50. Il a des topographies normales. Il a une épaisseur de cornée qui est à plus de 570 microns au niveau des deux yeux. Donc j'ai proposé de lui faire un smile, je vais passer la vidéo parce qu'elle n'a pas trop d'intérêt. Et donc à J2, il était déjà à 10 dixièmes, œil droit, œil gauche, avec une réfraction subjective qui était tout à fait, enfin un autoref qui était tout à fait bon, et ça se maintenait à 1 mois. Et la topographie post-op, alors oui, on voit bien cet amincissement assez important du tissu cornéen. Le smile, ça consomme pas mal de tissu. Ces patients-là, il faut les suivre, leur dire de ne pas se frotter les yeux, mais optiquement, il est très bien. C'est un vigneron, il continue à faire du bon vin, et je continuerai à lui en acheter. J'avais juste une question avant de finir, Cathy. Là, l'idée, c'est dans la salle. Imaginons, vous êtes myope, à -7, on vous dit que vous avez une bonne pachymétrie, vous avez un bilan préopératoire qui est normal, une surface oculaire qui est acceptable pour faire une chirurgie au laser, et vous avez une chambre antérieure qui est suffisamment profonde pour poser un ICL. L'idée, c'est qu'est-ce que vous choisissez ? Vous préférez qu'on vous fasse une chirurgie cornéenne ou vous préférez qu'on vous pose un implant dans l'œil ? Et la question, c'est pour quelles raisons vous allez choisir l'un ou l'autre ? Est-ce que c'est financier ? Est-ce que c'est scientifique, parce que je suis quasiment que face à des ophtalmos? Est-ce que c'est une conviction personnelle? Vous pensez qu'un tel et un tel est mieux? Est-ce que c'est la qualité optique? Vous allez un peu plus loin dans la réflexion? Ou est-ce que c'est le risque de complication d'une technique ou l'autre qui va vous faire choisir? Eh ben, je vous laisse réfléchir à toutes ces questions et vous allez voir que vous allez assez rapidement trancher sur la réponse. Primum non nocere, intérêt médico-économique, recul scientifique et les recommandations des instances qui vous disent que quand un laser est possible, on fait un laser et sinon éventuellement on élargit. J'en reste pas moins convaincu que l'ICL c'est bien et faut faire attention de ne pas reproduire les erreurs du passé et de ne pas se rendre compte dans 20 ans qu'en fait on a un peu trop élargi les indications quand on commence à en mettre chez l'enfant fort myope, etc., etc. Je pense qu'il faut rester prudent sur les indications et bien suivre ses patients. Je vous remercie pour votre attention. Merci Romain. Donc Igal, je te laisse la parole et puis on pourra discuter un tout petit peu après. Donc donne-nous les arguments en faveur de l'ICL. Enfin de l'implant fac en tout cas. Moi j'ai écrit ICL mais c'est un plan fac. Du coup moi je suis team ICL. Donc les ICL c'est principalement indiqué quand on a des myopies qui sont fortes. On a choisi -6 de myopie pour que ce soit un petit peu plus large parce qu'à -12 effectivement il n'y a pas de débat. Les problématiques du laser c'est quoi? C'est la profondeur d'ablation. C'est la côté stabilité dans le temps et c'est les complications effectivement surtout la sécheresse. Et donc qu'est-ce qu'on peut proposer en chirurgie réfractive? Donc on a le LASIK, SMILE PKR, l'ICL, les artisans, faut oublier, il y en a qui en mettent encore a priori mais faut pas le faire, et le Prelex. Donc là on ne parlera pas du Prelex. Donc l'ICL, l'intérêt principal c'est que ça maintient l'anatomie de la cornée. Donc pour les cornéologues comme Romain, ils aiment bien leur cornée, là on ne touchera pas la cornée. Donc effectivement, il y a un risque épithélial, mais il est très très faible et on verra après. C'est réversible. Donc ça, c'est un argument marketing. C'est vrai quand on rentre dans l'œil, on ne veut pas sortir de l'œil. Donc globalement, moi je ne le dis pas trop aux patients, mais c'est un de mettre ça en avant. Et effectivement, le gros avantage, c'est qu'on ne touche pas la cornée, donc il n'y a pas de risque d'ectasie, il n'y a pas de risque de kératocone induit. Les critères anatomiques, effectivement, c'est l'épaisseur de la cornée. Une cornée qui a moins de 500 microns, est-ce que vous voulez faire un LASIK? Il y a certaines personnes qui vont faire un LASIK, d'autres qui vont faire une PKR, mais une PKR à -7, -8, ça commence à être difficile. Le PTA, c'est le potentiel d'ablation totale de la cornée. Donc le capot antérieur du LASIK, il ne compte pas. Moi, pour un SMILE, l'antérieur, il ne compte pas vraiment. Alors même si théoriquement, c'est 1/3 de la résistance de la cornée, il y a des cas d'ectasie sur SMILE.
Le 40%, il est théorique. A priori, plus on avance, plus on diminue ce pourcentage. Et le mur résiduel, c'est ce qui reste comme cornée. Et avant, on disait 250, maintenant c'est 300. Et pour un smile, on peut descendre un petit peu en dessous. Mais c'est vrai que moi, pareil, je me laisse 300 microns de mur postérieur. La kératométrie, effectivement, si on aplatit trop la cornée, on peut avoir une perte de vision. Et donc, moi, ma limite, c'est 36 dioptries de cornée. Certains vont dire 35, certains n'ont pas de limite. Pareil, la qualité visuelle, elle peut être altérée par un LASIK. Par rapport à l'ICL, il faut une chambre antérieure qui soit supérieure à 2,8 mm, donc ça, on regarde effectivement. Un angle ouvert, alors moi j'écris 30 parce qu'avant on disait 30, mais après ça peut être aussi 35. Pareil, les indications, elles sont variables en fonction des bouquins. Et l'âge du patient, si effectivement à 18 ans, on n'a pas envie de mettre un implant dans l'œil, c'est sûr, mais quelqu'un qui a 25-30, qui a déjà une stabilité au niveau de la vision, pourquoi pas un implant? Effectivement, moi, j'en ai pas à 12 ans, l'ICL, moi, je trouve ça un peu dur. Les attentes du patient et la profession. Effectivement, il y a des professions où les implants, c'est interdit. Donc, on ne va pas mettre un implant dans l'œil à quelqu'un qui ne pourra plus travailler derrière. Les complications, effectivement, il y en a plein. Et celle qu'on redoute le plus, c'est la cataracte. Mais on a une publication en cours avec Dr Mouchel où on a rentré le couteau dans le cristallin du patient et il n'y a pas de cataracte. Et ça fait 3 ans qu'on les suit. Il y a eu 2 patients comme ça. Et en fait, dans la littérature, on voit qu'il ne se passe pas grand-chose. La cataracte au long cours, elle est dans les études, elle est entre 0,5 et 7% à 10 ans. Et en fait, 0,5%, c'est les dernières générations. En fait, les dernières générations d'implants donnent moins de cataracte que les anciennes. La pression intraoculaire, elle est élevée à peu près à 10% des patients en post-opératoire immédiat. Et c'est transitoire. Le risque de glaucome et glaucome aigu est très très faible, voire presque plus. La perte endothéliale, elle est entre 3 et 4% à 5 ans, qui est proche de la physiologie de la cornée. Donc finalement, on n'abîme pas l'endothélium. Il y a le risque de rotation de l'implant. C'est à peu près 5% des patients qui vont avoir un implant qui a une rotation. En général, quand c'est quelques degrés, ce n'est pas significatif, comme l'implant de la cataracte finalement. Et donc retourner pour ça, c'est rare. Le Resavalia, c'est possible, ça a été décrit. Je l'ai eu dans mon premier implant de fac, mais j'ai continué à en mettre. Voilà, ça fait peur, mais il faut gérer. Et des commandes rétine, c'est très rare. Ce qui est compliqué à gérer, c'est le vaulting, donc l'espace entre l'implant et le cristallin. Et c'est un petit peu ce problème qu'on a dans l'ICL, c'est que ce vaulting-là, il est estimé par rapport à l'avant de l'œil. On essaie de l'estimer par rapport à la longueur de l'œil aussi. Et pour l'instant, on manque de précision. Et donc le vaulting idéal, il est entre 250 microns et 750 microns. Donc c'est l'espace entre l'implant et le cristallin. Donc là, on voit qu'il est un petit peu faible. Mais quand il est faible, ça peut favoriser la cataracte plus jeune. On suit plein de gens qui ont des vaultings qui sont hyper faibles et il n'y a pas de cataracte. Et quand il est trop important, il y a un risque de blocage pupillaire. Donc effectivement, il faut aller les changer. La sécheresse oculaire, en fait, il y en a beaucoup moins avec un ICL, voire pas. Il y a des pays où ils ont arrêté de faire des LASIK à cause de la sécheresse oculaire, comme le Japon par exemple. Il y a d'autres pays où ils font moins de laser aussi. Aux US aussi, ils font beaucoup d'ICL pour les procès par rapport à la sécheresse oculaire. Et aussi parce que le LASIK ou la PKR, on est en compétition avec des optométristes dans certains pays. Et donc, du coup, l'ophtalmo va avoir un geste qui est plus valorisant et valorisé financièrement avec un ICL. Donc, au niveau de la vision, l'acuité visuelle, elle est meilleure avec un ICL qu'avec un implant. Souvent, on améliore les patients. Les gens qui sont amblyopes, on les améliore. Et c'est assez gratifiant d'avoir ça. On a des gens, normalement, c'est contre-indication, l'amblyopie profonde, je n'opère pas des 1/10, mais quelqu'un qui va avoir 5/10 et qui a une amblyopie depuis longtemps, moi, je les opère. Et donc, il passe de 5 souvent à 9, voire 10/10. Et l'œil qui avait 10, il passe à 12. Et donc souvent, on améliore les visions des patients. Et on voit que finalement, l'amblyopie, elle est peut-être aussi un petit peu optique et pas que neurologique. La pression réfractive, elle est supérieure pour des myopies qui sont importantes. Et effectivement, c'est plus stable aussi dans le temps. En termes de qualité de vision, la qualité de vision pour les ICL, elle est supérieure à la qualité de vision pour les LASIK chez les gens à qui on pose la question. Et puis même, moi, ça m'arrive de faire des mix and match. Il y a un patient qui a un -3, un -action qui a un -7 avec une cornée qui est fine. Un côté, je fais un laser, un côté, je fais un implant. Et je leur demande de comparer. Et effectivement, souvent, ils aiment bien le côté implant. Parce qu'en fait, comme le système optique il est proche du cristallin, ça sublime les images. Ça fait des tailles d'images qui sont jolies. Enfin, ça augmente la qualité de vision et ils sont quand même vachement contents. Au niveau de la stabilité, pour les ICL, la stabilité pour les myopies entre -6 et -12, elle est à peu près à 0,7 sur 5 ans dans les études. Et pour au-delà de -12, la stabilité est plutôt à 1,5. Vous voyez, quand même, à -12, l'œil va continuer à grandir. Moi, je ne leur vends pas en réfractive la stabilité parfaite sur toute la vie, parce qu'en fait, ce n'est pas possible de leur vendre ça. Donc, on leur dit que ça va évoluer comme ça devait évoluer. On remet juste les compteurs à 0.
Pour les halos, bon, Romain il a montré, donc il n'y a pas plus de halos. Ils sont souvent il y a plus de halos en termes de fréquence en post-op immédiat d'ICL. En fait, on leur a dit tous qu'ils auront de halos, et entre 3 et 6 mois, ils disparaissent. Les halos liés à la myopie forte sur les LASIK, pour le coup, ils persistent. Mais pareil, si on les prévient, en fait, ils ne sont pas gênés. Donc il faut les prévenir, en fait. Donc ça, c'est un faux débat. En termes d'aberration, la sensibilité au contraste, elle est meilleure avec un ICL. Les aberrations optiques, elles sont meilleures avec un ICL. Et du coup, c'est mieux effectivement en ICL en termes de qualité de vision qu'avec un laser. Et là, l'OCA, c'est la qualité visuelle, c'est la diffusion de lumière. Et en fait, avec un implant FAC, la diffusion de lumière, elle est proche d'un œil hémétrope. Donc en fait, globalement, il n'y a pas très peu de diffusion de lumière. Donc en comparaison l'ICL avec le LASIK, en réfraction post-op, on est aussi bon, voire un peu meilleur. En termes d'efficacité visuelle, c'est à peu près similaire. En termes de sécurité, on a une très bonne sécurité dans les deux. En termes de stabilité, c'est légèrement plus stable l'ICL. Mais pareil, on n'a pas beaucoup encore. Il y a moins de recul parce qu'il y a moins de patients qui ont été opérés avec des ICL. C'est à peu près 3 millions d'implants posés dans le monde jusqu'à présent. Et le recul, par contre, il est de 20 ans. Mais le nombre de personnes qui ont été opérées, c'est 3 millions parce que ça augmente progressivement. Et effectivement, on verra après, mais il y a un problème de prix. La sensibilité au contraste, elle est meilleure, l'aberration, c'est meilleur. Et effectivement, sur le long terme, en laser, on veut les suivre. En implant, il faut les suivre. L'ICL, alors le coût et l'accessibilité, effectivement, ça c'est un sujet. Parce qu'effectivement, l'ICL, ça va coûter plus cher. Il faut compter une chirurgie à peu près, les moins chers, ils sont, je pense, à 4 000, 4 500. Et en général, on est plutôt vers 5 6 000. Et puis ceux qui sont plus chers, ils sont peut-être à 7. Ça dépend du prix de la clinique. Le prix des implants, il est quand même assez cher. C'est 1 000 € par implant. Il y a un problème aussi, c'est un peu plus technique de faire un ICL que de faire un LASIK, c'est un peu plus engageant. Et effectivement, il y a une perception plus rassurante de ne pas rentrer dans l'œil avec un laser. Donc effectivement, le laser pour les gens, et en plus ils viennent pour un laser souvent les patients, donc en fait quand on leur dit implant, souvent il y a un peu de réflexion à avoir. Donc en conclusion, l'ICL c'est quand même mieux, vous avez vu, mais l'ICL, voilà, ça va être recommandé pour les corrections qui sont un petit peu fortes. En fait, comme moi j'ai un doute entre faire un ICL et un LASIK, je préfère quand même faire un ICL. Mais par contre, effectivement, s'il passe en LASIK et j'ai pas de doute, je préfère faire un laser, un LASIK ou un smile. La pupille, pour moi, effectivement, il faut la surveiller, mais ça ne m'indique pas un ICL plutôt qu'un LASIK. Et le risque de sécheresse, effectivement, mais par contre, c'est vrai que, pareil que pour un LASIK, quelqu'un qui a une sécheresse sévère, on ne met pas un implant dans l'œil. On va aider à traiter sa sécheresse, et si on peut la traiter, on lui fera. Mais les gens qui se plaignent de sécheresse entre-opératoire, effectivement, sur un ICL, on leur dit qu'ils en ont encore, et effectivement, elle ne bouge pas. Et effectivement, le LASIK, en fait, c'est ce qu'on fait le plus souvent quand même. Donc voilà. Voilà, je vous remercie, j'espère que je vous ai motivé pour faire une ICL. Merci. Merci, Igal. Est-ce qu'on va réaborder ce sujet, parce que dans les cas cliniques, on va y revenir. Est-ce qu'il y a une question? Comme ça, vous aurez le temps peut-être de répondre à la question de Romain du choix. Est-ce qu'il y a une question dans l'assistance? Alors, juste parce que moi, je suis quand même la génération avant toi, j'ai eu exactement le cas inverse, c'est-à-dire ICL versus LASIK. Et effectivement, elle préférait, c'était une veto, et elle préférait le côté LASIK, et elle avait -6, -12. Après, pour l'amélioration de l'acuité visuelle, la meilleure acuité visuelle corrigée, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est souvent des patients qui n'ont pas 10, donc c'est souvent des myopies au-delà de -12 ou et là, le choix ne se pose pas. C'est-à-dire qu'effectivement, tu es, sauf d'Einstein peut-être, mais là, évidemment, on met un ICL à -12, il n'y a vraiment pas de choix. Là, quand on parle du -7, -8, c'est la question qu'a posée Romain, quand les deux, éventuellement, sont envisageables. Quand les deux sont possibles, effectivement, il y a quand même le prix, c'est pas le même. Donc, du coup, effectivement... voilà. Après, moi, je regarde aussi la Kerato. Je sais pas si tu regardes, mais c'est vrai que moi, quand... Alors, on peut descendre assez bas, par expérience. Je sais pas, Barbara, c'est jusqu'à combien tu descends, et les chirurgiens réfractifs laser. C'est vrai que, on descend peut-être pas à 30, mais c'est vrai que 35, on peut se permettre de descendre 35. Les études qui ont été faites très souvent, et on en a des récentes, ont été faites avec des photoablations plus anciennes. C'est-à-dire que les lasers font sans cesse des progrès dans les formes de photoablation, et du coup, on améliore aussi la qualité de vision en laser. Voilà, on va passer... pas de questions? C'était très clair et très bien. Je pense que je sais pas pour qui on penchera si on devait se faire opérer à -7. Alors, on va changer un tout petit peu de sujet.